Bonjour à tous, je suis Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI, qui est un site qui permet d'investir simplement. Donc je ne vais pas vous réexpliquer en long et en large, en travers ce qu'est francescpi.com, mais c'est un site qui permet d'investir simplement, qui permet aussi de trouver toute l'information dont on a besoin, qui permet de simuler. Et puis on a pas mal de clients, pas mal de personnes qui viennent vers nous et qui nous disent: OK, j'ai compris l'intérêt de souscrire dans des parts de SCPI, mais j'ai du mal à choisir la bonne SCPI. Et donc là, on est là pour les accompagner, évidemment. Et puis, on est là aussi pour suivre dans le temps, tout simplement. Je dois aussi vous rappeler, mais je vais le faire très rapidement, c'est important, les risques que vous supportez lorsque vous investissez dans des parts de SCPI, vous supportez 3 risques majeurs qui sont évidemment le risque de, vous supportez le risque de non garantie de revenus. Un rendement n'est pas garanti et les performances passées ne présagent pas de l'avenir. Ça peut varier à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Vous supportez également un risque de non garantie de prix de part. Ce prix de part de chaque SCPI peut, et on va en reparler, peut fluctuer en fonction des marchés immobiliers. Donc, si vous investissez 10 000 euros, par exemple, eh bien, il se peut que ces 10 000 euros deviennent 11 000, 12 000 euros dans quelques temps. Il se peut aussi qu'ils deviennent 9 000 euros. On ne peut pas vous garantir le capital placé. Et ça, c'est important de le savoir. Et le troisième risque majeur que je citerai, c'est le risque de liquidité. On le voit en ce moment. C'est important de préciser que quand vous demandez à récupérer vos fonds, si vous avez envie de sortir de vos parts de SCPI, il se peut que vous attendiez quelques jours, quelques semaines, et il se peut aussi que vous attendiez beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est un risque que vous supportez lorsque vous achetez des parts de SCPI. C'est important de le spécifier. Et nous, ce qu'on dit à chaque fois, je pense que Mathieu, tu dois être d'accord, c'est que on investit seulement l'argent dont on ne doit pas avoir besoin si jamais il y a un problème. Voilà. Le risque de l'endettement, je vous le rappelle pas. On vous mettra tout ça en commentaire, tous les risques, c'est important. Aujourd'hui, je suis ravi de faire un webinaire pour faire un focus sur la SCPI par F'. Par F', le programme, il est très simple. Je vais vous faire un mini focus sur l'année 2024. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché de la SCPI? Je laisserai la parole après à Mathieu Navarre, donc qui est directeur commercial de Par F Gestion, pour parler de Par F'. J'avoue que j'ai vu les slides évidemment en préparant ce webinaire et ça donne envie. C'est vraiment bien. La fiscalité est intéressante, mais je veux pas spoiler ta présentation, Mathieu. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que c'est une très bonne SCPI, mais c'est pas une SCPI parfaite. Donc moi, je suis pas là pour être simplement dans le consensus béni oui. Je suis là aussi pour titiller un peu, pour poser des questions. Et si c'était un produit parfait, je pense qu'il faudrait s'inquiéter. Et les points 3 et 4, les échanges ensemble, Mathieu, et vos questions. Je vous propose de tout mixer pour qu'il y ait plus d'interactivité. N'hésitez pas, et on est là pour ça. Le webinaire est là pour ça. Sinon, on vous enverrait simplement une vidéo. Mais le webinaire, c'est fait aussi pour poser des questions. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Allez-y, n'hésitez pas. Je démarre tout de suite directement avec ce qui s'est passé sur le marché des SCPI en 2024. Et Mathieu, tu n'hésites pas à m'interrompre, comme moi je vais le faire avec toi aussi, si tu as des questions ou des remarques, bien évidemment. Merci. Le marché s'est contracté, le marché est très attentiste. Ici, on voit la collecte nette par SCPI, donc vous pouvez le remarquer depuis 2021, 2022. La collecte nette, donc c'est l'argent qui est investi par les épargnants sur les SCPI, ne cesse de reculer. À cela, deux explications. Facteurs exogènes, et dans ces facteurs exogènes qui n'est pas propre au marché, il y a évidemment le contexte mondial avec les conflits qui incitent peu les épargnants à placer, qui sont plus dans l'attente évidemment. Il y a aussi le contexte politique français, européen, mais en tout cas français au moins, qui avec beaucoup d'instabilité, qui n'incite pas les épargnants encore une fois à investir. C'est vrai sur le marché des SCPI, mais c'est vrai plus globalement sur le marché de l'épargne. C'est-à-dire que les gens attendent. Ça, c'est ce qu'on remarque. L'argent n'a pas disparu, il n'a pas fondu, il est juste en attente sur des livrets, sur des placements généralement court terme. Il n'y a pas eu plus d'argent investi sur l'assurance vie, sur les actions. Il y a eu simplement plus d'argent. Il y a simplement plus d'argent en attente. Et puis il y a des facteurs
on a parlé des facteurs exogènes, il y a des facteurs endogènes propres à la SCPI. Il y a une partie des SCPI qui a dévalorisé son prix de part de manière parfois un peu violente. Je vais y revenir rapidement. Et donc forcément, ça incite peu les épargnants à investir sur ce marché des SCPI. La collecte, elle a été drivée, elle a été générée majoritairement par des SCPI diversifiés. Donc là, vous le voyez peut-être pas forcément, je sais pas, mais la collecte générée par les SCPI diversifiés, elle est faite à 68% par cette typologie. Alors, c'est vrai que il y a quelques années, on encensait les SCPI qui étaient monotypologiques, qui étaient spécialisés plus globalement. Et aujourd'hui, c'est plutôt les SCPI diversifiés qui drivent cette collecte. Attention, parce que beaucoup de SCPI se réclament de cette famille. Or, ça peut être un manque, ça peut générer un manque de lisibilité pour les épargnants. Nous, ce qu'on conseille là-dessus, c'est c'est pas parce que c'est diversifié que on dilue le risque. Il y a aussi des SCPI qui sont investis sur deux classes d'actifs et qui sont pas forcément diversifiés, en tout cas au départ. Donc ça, il faut faire attention. Il faut toujours regarder ce qu'il y a dans le moteur. Et deux, c'est pas parce qu'on a une SCPI qui est disons monotypologique, qu'elle n'est pas diversifiée elle-même. Je spoil pas encore la présentation de Mathieu, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on est sur une SCPI commerce, par exemple, comme par F-Prima, qu'on n'a pas différentes typologies de commerce. Dans les bureaux, c'est un peu moins vrai, mais en tout cas dans les commerces, on peut avoir différentes typologies de commerce et différents locataires, évidemment, dans différentes zones géographiques. Donc, attention à ces SCPI diversifiés qui parfois peuvent être une espèce de typologie fourre-tout, dans laquelle il y a moins de lisibilité. Je poursuis pour te laisser le plus possible la parole, Mathieu, après. Le rendement moyen, ça y est, on a les chiffres officiels. Tu m'entends, Mathieu ? Très bien, je t'entends parfaitement, Paul. Super. En revanche, c'est vrai que là, donc, ce que l'on voit sur le rendement en 2024 moyen, le taux de distribution plus précisément, c'est qu'il remonte. Donc 4,73, c'est intéressant. Ça répond à la stabilité qu'on a toujours connue, mais qui n'est pas garantie du rendement des SCPI. Donc, en effet, on a toujours été depuis quasi 40 ans, depuis 1988, entre plus 4 et plus 8%. On n'a jamais dépassé les 8% à part une année. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est intéressant. Le deuxième point, c'est que malgré ces 4,73, donc ce taux de distribution qui augmente, les revenus, les dividendes versés aux épargnants, lui, a un tout petit peu baissé, d'à peu près 5%. Comment c'est possible ? Parce que le taux de distribution, le pourcentage que vous voyez là, qui augmente, eh bien, c'est la somme des dividendes versés par les SCPI divisé par le prix de part. Et le dénominateur, le prix de part, a en moyenne en tout cas pour certaines SCPI, baissé. Donc ça veut dire que ce taux de distribution qui augmente en pourcentage a en réalité baissé en euros. Troisième point aussi, il y a beaucoup de dispersion du rendement autour de ce rendement moyen. Je ne sais pas si je suis très clair. Le taux de dispersion, qu'on appelle aussi écart type, c'est ce qui permet de voir à quel point les SCPI, donc tout ce qui compose cette moyenne, à quel point le rendement de chaque SCPI est éclaté. Et en effet, il y a quelques années, quand on avait des rendements autour de 5%, des taux de distribution autour de 5%, la globalité des SCPI était concentrée autour de ce point. Donc en effet, on avait du 5,5, on avait du 4,5, mais en général, les points étaient assez concentrés autour de la moyenne. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une fragmentation, une polarisation du marché des SCPI, avec des rendements soit très très hauts, et je vous laisse en déduire ce que vous devez en déduire, à savoir que le risque n'est jamais très loin du rendement, ou des rendements qui sont très très faibles, où là peut-être on a eu des erreurs de gestion qui ont été effectuées. Là, moi, je mets un petit warning. Chez France SCPI, on dit attention, résister à l'appel du rendement excessif. Et nous, on dit attention, regardez peut-être les SCPI qui sont situés autour des 5-6% de rendement, qui peuvent amener un équilibre risque-rendement qui peut être un peu plus mesuré, ou en tout cas diluer de manière assez prononcée vos investissements sur les SCPI.
Ici, si on regarde un peu les choses, et c'est ce que je voulais aussi vous montrer. On va pas faire ce webinaire là-dessus, mais on a une vingtaine en effet de SCPI qui ont dévalorisé. Alors là, c'est le constat depuis le 1er janvier 2023, donc depuis 2 ans jusqu'à avant-hier. Il y a des SCPI qui ont en effet dévalorisé leur prix de part et qui ont dévalorisé de manière violente pour certaines. Je prends Primopierre la première ou d'autres. Et ça me permet de faire le pont avec le premier point sur les SCPI diversifiés ou sur les SCPI qui collectent beaucoup, qui drive la collecte aujourd'hui. On les encense, mais c'est exactement ce pourquoi ces SCPI-là, de manière indirecte, les SCPI que vous avez devant vous, ont dû dévaloriser leur prix de part. Elles ont toutes un portrait robot commun, c'est-à-dire qu'elles émanent de réseaux bancaires, donc elles ont eu une forte collecte ces dernières années et une injonction à investir cette collecte. Et c'est justement ce qui pourrait poser problème plus tard. Je pourrais y revenir et on fera une vidéo sur le bilan, un bilan un peu plus poussé 2024 dans quelques jours. Mais aujourd'hui, voilà ce qui se passe, voilà le tableau de ce qui s'est passé en 2024. Donc, en effet, des SCPI qui ont aussi dévalorisé. Le tableau n'est pas tout rose. Je termine là-dessus et puis après, je vous ferai un court résumé. Les taux directeurs, les taux de crédit sur 20 ans, et ça c'est aussi très important, c'est ce qui me permet de dire que 2025, et je pense que Mathieu tu vas être d'accord, 2025 va être une année extrêmement favorable pour les SCPI. Les taux sont en train de diminuer depuis quelque temps maintenant. J'aurais pu mettre 2025, ça continue. On se rend compte que c'est extrêmement favorable. Pourquoi? Parce que on sait que lorsque les taux baissent, dès lors que les taux immobiliers baissent, on a une classe d'actifs qui redevient intéressante. Et puis d'autre part, les SCPI sont financés par les épargnants souvent par emprunt. Donc forcément, ça va engendrer une collecte qui est un peu plus importante, en tout cas un peu plus dirigée vers les SCPI. Donc en résumé, on a un marché 2024 qui est très contracté, très attentiste, une collecte concentrée sur quelques acteurs, montée en puissance des SCPI diversifiés avec quelques warnings quand même. Certaines SCPI ont continué de dégrader leur valeur et je pense que c'est bien parce que c'est bien. Je suis pas content que ça se dévalorise, mais en tout cas ça permet aussi aux SCPI qui n'ont pas dévalorisé leur prix de part d'émerger tout simplement. Il y a une arrivée de nouveaux entrants très opportunistes avec des taux de distribution et ou objectifs de rendement très agressifs. Je crois qu'il faut faire très attention à ça aussi. Je mets un warning également et puis une baisse des taux en cours, ce qui me permet de passer la parole à Mathieu. J'espère que j'ai pas été trop long. Normalement, non. Et je te laisse. Je me tais maintenant. Voilà. Un grand merci, Paul. Je suis très heureux de participer à ce webinaire avec toi. Merci pour cette introduction qui donne beaucoup d'éléments et qui vont nourrir finalement des échanges qu'on aura. Question avant de démarrer. Est-ce que c'est toi qui passes les slides? Est-ce que c'est moi qui le fais? Eh bien, écoute, je veux bien être le doigt qui clique, tout simplement. Donc, tu me dis quand passer. C'est parfait. Bonjour à tous et merci effectivement d'être nombreux avec nous. À nouveau, merci de cette invitation. Alors effectivement, l'ordre du jour aujourd'hui est assez simple. Finalement, nous allons parler d'une SCPI, que nombre de nos auditeurs connaissent, qui est Paref Prima. Longtemps connu sous le nom de Novapierre Allemagne. Nous reviendrons sur les raisons finalement de ce qui n'est pas uniquement une dénomination. Et puis, objectif ensemble, on fait le bilan finalement 1 an plus tard pour Paref Prima, mais 10 ans finalement après le lancement de la stratégie. Bilan complet, financier, pas que, se reposer la question de la stratégie et de comment nous la mettons en place. Et je serai évidemment heureux de répondre à toutes les questions qui seront posées. Alors, Paul, tu l'introduisais avec beaucoup de justesse. Il est difficile de démarrer et de parler d'une SCPI sans recontextualiser. Tu l'as parfaitement fait sur le marché des SCPI. Je ne te paraphraserai pas, mais peut-être simplement rebondir sur quelque chose d'absolument essentiel. C'est qu'en tant que société de gestion, nous observons un indicateur majoritaire qui est ce qu'on appelle la prime de risque. La prime de risque, c'est quoi? C'est très simplement la différence entre le taux auquel on emprunte, qui baisse, Paul, tu l'évoquais, et le rendement que l'on obtient sur des actifs dits prime, c'est-à-dire centraux, bien souvent en cœur de ville.
à l'écran pour ceux qui nous visualisent, mais je le traduis pour les futurs auditeurs peut-être du podcast. On retraduit depuis 1991 l'évolution de deux courbes, la courbe de taux et la courbe du rendement de ces actifs prime. Et elle nous enseigne deux éléments majeurs. Le premier qui était introduit, c'est que nous sommes face à une phase de décompression. Nous avons reconstitué des points de base qui sont intéressants et quasi essentiels, je dirais, au 31 décembre dernier. Mais le deuxième, en fait, qui saute aux yeux, et je vous invite à l'observer, c'est que ce n'est pas la première fois que nous avons ce qu'on appelle une compression des taux d'intérêt. En réalité, si on remonte à 30 ans, le phénomène que nous avons vécu nous a choqués par sa brutalité, ça a été soudain, mais ce n'est pas la première fois que nous l'avons vécu. Et systématiquement, l'immobilier s'est repositionné, c'est-à-dire qu'il a décompressé et nous avons retrouvé finalement des taux qui étaient, je dirais, intéressants. Alors, on peut passer cette slide, Paul, parce que cela me permet de rebondir finalement sur l'histoire de notre société. Chez Paref, finalement, donc nous existons depuis 30 ans. Je passerai très peu de temps sur la société de gestion, 30 ans d'existence. Et d'ailleurs, si nous avions posé la question en début d'année de savoir si une société historique pouvait à la fois maintenir ses prix de part et augmenter ses taux de distribution, y aurions-nous tous cru. Et 30 ans que chez Paref Gestion, nous avons une optique, c'est de capter les cycles immobiliers, adapter nos fonds. Et pour cause, nous avons des fonds trentenaires qui ont eu finalement plusieurs évolutions stratégiques de vie. Une SCPI, c'est un fonds, Paul, tu évoquais parfaitement justement l'idée que dans les risques, il faut avoir conscience que ce que nous positionnons, ce que nous épargnons en SCPI, nous devons être en mesure de ne pas potentiellement pas le récupérer pendant une période courte. En tout état de cause, ça veut dire une chose, c'est que la SCPI, c'est du long terme. Et quel fonds finalement immobilier peut conserver la même stratégie 30 ou 40 ou 50 ou 60 ans ou pourquoi. Voilà. Donc, l'agilité de la société de gestion est absolument essentielle. On peut passer très rapidement là-dessus également, et je passerai de la même manière tout à fait succinctement sur les chiffres de la société. Je n'évoquerai pas, voilà, nous gérons un petit peu plus de 2 milliards sur la société de gestion, répartis en France et en Europe, 30 ans d'existence, nous l'avons vu, et un petit peu plus de 24 000 associés, dont 15 000 aujourd'hui nous ont fait confiance sur Paref Prima. Je l'évoquais succinctement. Nous avons finalement, nous pouvons retenir deux éléments concernant la société ces 48 derniers mois. C'est que nous ne faisions pas partie du tableau que proposait Paul, évoquant les fonds dont les prix de part avaient baissé. Nos taux de distribution ont été haussiers depuis plus de 5 ans maintenant, et nous allons le revoir. Et un choix que nous avons fait et qui est absolument majeur et que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est que face à l'augmentation du nombre de SCPI lancés sur la place, qui au passage, tu le soulignais très justement, sont majoritairement diversifiés, peut-être rappeler qu'une diversification seule n'est pas une stratégie immobilière. Une stratégie immobilière, c'est une thèse d'investissement avant tout. Et une thèse d'investissement, cela est le sous-jacent d'une thèse, ce sont des analyses qui sont fournies par des analystes internes d'une société de gestion et qui encouragent ou non et qui pondèrent une stratégie sur un territoire. Autrement dit, pourquoi devrions-nous acquérir une classe d'actifs cible sur un territoire ciblé? Et toute société de gestion doit nourrir une thèse d'investissement. La diversification est un prérequis en gestion immobilière, ce n'est pas une stratégie immobilière, c'est très important. Très rapidement, oui, Paul. Non, j'allais te dire en effet qu'il y avait beaucoup de SCPI qui se réclamaient de la famille des diversifiés et plus encore des opportunistes. Oui. C'est un peu enfoncer des portes ouvertes, c'est-à-dire que c'est la raison d'être d'une SCPI. C'est la raison d'être. La diversification peut être opérée au sein d'une même classe d'actifs. Et d'ailleurs, on va le démontrer aujourd'hui. Okay. Et être opportuniste, c'est une forme d'agilité finalement. D'ailleurs, on peut passer cette slide simplement pour traduire deux choses. Celle-ci très rapidement. Donc les taux de distribution de nos fonds cette année oscillent de 5 à 6%, et nous le verrons, Paref Prima est un 5%. Et je déguise un propos que nous allons aborder dans d'une petite dizaine de minutes, mais c'est un faux 5%. Et nous pouvons tout de suite également passer les deux suivantes, si cela te convient, Paul. Ouais, très bien. J'allais te provoquer en me disant que 5% c'était pas génial. Mais eh bien, on va y répondre. Et si je vous disais que ce 5% n'est pas véritablement un 5%, qu'en diriez-vous? Nous allons répondre à cette question. Et donc, vous le voyez à l'écran. Et ça, c'est le plus important. Donc, on l'a vu succinctement. Nos taux de distribution sont haussiers sur tous nos fonds depuis plus de 5 ans maintenant. Et ce qui est important,
ça faisait l'objet de ton introduction également, c'est que nos dividendes augmentent également en euros. Et oui, si nous n'avons pas eu de baisse de prix de part, c'est bien que le dividende versé aux associés en euros augmente. Si je prends le cas de Paref Prima, l'évolution entre 2024 et 2020, c'est plus 10,70% du dividende, plus 8% sur la moyenne des 4 dernières années, avec une évolution du prix de la part, puisqu'elle était à 260 euros en 2020, qu'elle est à 272 euros, soit 4,60% sur cette période. Paul, es-tu d'accord pour rentrer dans le vif du sujet de Allez, on y va. On y va. Je regardais simplement cette slide là devant nous. Donc la moyenne, on est d'accord pour toutes vos SCPI, vous avez fait mieux que le marché. Et en plus de ça, il y a une évolution du prix de part qui est favorable. Ça veut dire que quand, pour les gens qui nous regardent ou qui découvrent les SCPI, ça veut dire que tu gagnes sur tous les tableaux. Tu gagnes en termes de valorisation et en termes de dividendes aussi, c'est ça? Oui, c'est absolument ça. C'est absolument ça, et je serai également positif sur les valorisations parce que on peut faire ce constat que pendant finalement encore une fois les 2 ans qui nous précèdent, on avait besoin de clarté sur les stratégies. On avait besoin de comprendre parmi les fonds qui étaient parfois décennales, lesquels allaient résister. Et aujourd'hui, ce qui est très positif également, à ajouter à ce que tu viens de dire, c'est qu'on y voit enfin plus clair. On comprend quelles sont les stratégies qui ont fonctionné et celles qui n'ont peut-être un petit peu moins fonctionné. Okay. On va le détailler ensemble, si cela te convient. Alors, Paref Prima, on aime à la résumer comme l'indispensable au cœur de votre patrimoine. Alors, vous savez, ça c'est très joli, vous voyez ça quand vous ouvrez votre presse, etc. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire une chose, c'est que finalement cet indispensable-là, on le nourrit par les catégories, la classe d'actifs finalement qui est sous-jacente. Paref Prima, on disait, c'est un fonds qui a un petit peu plus de 10 ans maintenant. C'est une stratégie qui a été lancée en 2014 sur du commerce en Allemagne, majoritairement. Je dis majoritairement parce que nous avons la possibilité d'acquérir ailleurs, et 2 actifs se sont d'ailleurs détenus aux Pays-Bas, et sur du commerce à grande prépondérance essentielle. On va le redéfinir. Essentiel, dit autrement, c'est de l'indispensable. C'est l'indispensable de la consommation des ménages. Est-ce que c'est pas, je te provoque, je commence. Est-ce que essentiel, c'est une notion subjective? Est-ce que c'est pas un peu bullshit ou non, vous vous basez sur des choses réelles? Parce que je sais que l'essentiel en France n'est pas l'essentiel de l'Allemagne. Exactement, absolument. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'entre 2020 et 2022, on a eu 100% de taux de recouvrement sur le fonds parce que l'essentiel était déterminé par Lender en Allemagne et que l'Allemagne avait une gestion de la crise Covid qui était tout à fait différente de celle de la France et que nombre d'enseignes qui n'avaient pas la possibilité de rester ouvertes en France, do it yourself, bricolage, drugstore, pouvaient l'être en Allemagne. Donc c'est une définition relativement élargie sur le sol allemand, c'est très juste de le dire, et qui, on voit, donc a permis des forts taux de recouvrement, et puis surtout qui a très très bien résisté ces dernières années. Le parallèle immédiat est de se poser la question de pourquoi finalement ce fonds qui est allemand n'a pas dévalorisé son prix de part, alors même que certains de nos voisins allemands l'ont évoqué. Alors, tu as dressé, et je fais une aparté très rapide, 3 caractéristiques des SCPI qui ont baissé leur prix de part. Pour nos auditeurs, c'est très simple. C'est les expositions bureaux très majoritairement, et bureaux de très grande superficie. Nous parlons ici de commerce. Ce sont des SCPI qui majoritairement ont d'abord été européennes, puisque l'Europe a corrigé avant le marché français, et d'ailleurs l'Europe repart avant le marché français, hein, c'est ce qui est très positif aujourd'hui. Et enfin, ce sont des SCPI qui se sont constitués un parc immobilier sur des temporalités de marché relativement hautes. Ce qui me fait dire également qu'une des notions importantes quand on choisit une société de gestion, c'est de choisir une société de gestion qui a la capacité de suspendre sa collecte lorsqu'elle estime qu'un marché est irrationnel. Ce qu'on a fait d'ailleurs sur Nova Pierre Allemagne en 2021, puisque nous avons suspendu la collecte, estimant que l'Allemagne est en valeur refuge et que finalement les investisseurs souhaitaient acheter du commerce en Allemagne à ce moment-là, il devenait irrationnel de continuer à en acheter alors que ça devenait beaucoup trop cher et ça nous a protégé des baisses de valeur.
Oui, je confirme, Mathieu, je te coupe un peu. Je confirme 2 points. Le premier point, c'est en 2020, en plein début du Covid, quand on a tous été confinés. Je me rappelle qu'on a fait un point avec toutes les sociétés de gestion et on a fait un point avec toi. Je me rappelle parfaitement de là où j'étais quand je t'ai eu au téléphone. Et tu m'as expliqué en effet cette notion de commerce essentiel et notamment de bricolage. En France, on découvrait que c'était surtout l'alimentaire et en Allemagne, c'était différent. C'était un tout petit peu plus étendu. Donc, ce premier point et tu nous as rassurés parce qu'on flippait tous, clairement, de ce qui allait se passer. Et je m'en souviens très bien. Et puis, deuxième point aussi, je me souviens très bien de nos clients très mécontents de Novapierre Allemagne. Pas parce que la SCPI se portait mal, mais parce que ils ne pouvaient plus y souscrire. Donc, je confirme en effet que vous avez stoppé la collecte à un moment donné, en effet. Ouais. Oui, et la bonne nouvelle d'ailleurs de Paref Prima est que c'est Novapierre Allemagne qui se réouvre au marché. En ayant absorbé sa petite sœur, c'était quelque chose de très attendu, mais effectivement, aujourd'hui, Paref Prima et cette attente qui était celle-là, de pouvoir à nouveau avoir accès à Novapierre Allemagne. Alors pour compléter effectivement ce propos, donc aujourd'hui ils font d'abord sur la stratégie. On l'a dit, Paref Prima, c'est le fruit d'une fusion entre Novapierre Allemagne et Novapierre Allemagne 2. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est que le fondamental de ce fonds, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on investit sur une stratégie thématique, mais c'est une thématique très forte et nous parlons de consommation des ménages. Saviez-vous qu'entre 2017 et 2022, les ménages allemands avaient une capacité de pouvoir d'achat qui avait connu une croissance de 13%. Et ça, ce sont des indicateurs qu'on regarde évidemment de très près, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui relève du logement, de l'énergie, c'est quasiment 35% de leurs dépenses et de leur consommation, mais très rapidement derrière, on a l'alimentaire et tout ce qui relève de l'alimentaire pour 15%, on a tout ce qui est récréation et culture, tout ce qui est vestimentaire, et ça, ce sont des indicateurs qu'on suit, et naturellement, lorsque, depuis 2020, certains frais diminuent, télétravail notamment oblige, et notamment les frais de transport, et bien ceux qui accélèrent, ce sont les frais alimentaires. Aussi poussés par l'inflation, il faut être relativement réaliste. Et donc le sous-jacent par F Prima, finalement, c'est un sous-jacent d'économie absolument réelle. On n'est pas plus proche de l'économie réelle, qui consiste à dire nous avons des ménages allemands qui restent la première, je dirais, capacité de consommation en Europe, qui ont une capacité bien supérieure d'ailleurs encore à celle française. Nous avons des catégories d'actifs qui sont extrêmement préservées par rapport aux catégories bureaux, nous disions, et donc nous allons focaliser là-dessus, et notamment sur 3 types d'actifs. Il faut bien le comprendre, nous allons regarder des retail parks majoritairement, mais surtout de l'alimentaire, du do-it-yourself et des drugstores. Ça, c'est très important. Mais merci effectivement de passer. Donc, alimentaire, do-it-yourself et drugstore, on n'achète pas que ça, parce que quand vous achetez finalement un retail park, vous avez souvent la locomotive alimentaire, on va voir un exemple, et puis ensuite, vous avez tout ce qui est adjacent, avec les surfaces adjacentes. Vous sortez, vous avez le coiffeur, le tabagiste, le marchand de journaux et le vendeur de chaussures. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, 67% de commerce essentiel au sein du fonds, c'est sa très grande force, c'est ce qui fait sa pérennité, et c'est ce qui fait que si nous devions d'ailleurs répondre à une question à laquelle nous n'avons pas encore répondu, à quelle typologie d'investisseurs s'adresse Paref Prima? Paref Prima s'adresse à des investisseurs qui recherchent de la pérennité. Je le dis différemment, Paref Prima n'est pas fait pour les investisseurs qui cherchent une volatilité ou des taux à 10% pendant quelques années. Paref Prima, c'est un fonds qui va osciller autour de son 5% de taux de distribution de manière pérenne, qui ne fera, je peux décevoir certains, mais jamais 6%, mais qui ne chutera jamais non plus en dessous des 4,5%. Tu peux nous le signer? Tu peux nous le signer, nous le garantir? Qu'il ne fera jamais 6, non, parce qu'on aimerait bien quand même. Mais en tout cas, avec une granularité et 560 baux aujourd'hui, un bon milliard de capitalisation, on est absolument sur un fonds qui est un fonds de pérennité et de longévité. Alors moi, attends, j'ai une question que j'ai envie de te poser. Je vois qu'on nous a demandé la valeur de reconstitution auparavant, ouais, et elle y était. Donc je reprends, si je reviens, 250. Un peu plus loin. Complet. Ok, ça marche. Moi, la question que j'ai envie de te poser, je reviens sur les locataires, donc dont tu vas nous parler, c'est est-ce que
là, tu nous dis que le marché allemand va bien, que c'est un peu la locomotive de la consommation de l'Europe. Mais est-ce qu'on voit l'instabilité politique, en tout cas de ce qu'on perçoit nous de notre pays, la France, est-ce que ça va continuer? Est-ce que les perspectives sont bonnes? En clair, l'Eldorado que représentait l'Allemagne au début des années 2010. D'ailleurs, je précise que vous étiez les premiers ou les deuxièmes à vous lancer dans cette SCPI 100% Allemagne. Est-ce que ça va continuer? C'est la question que je me pose. Les prévisions économiques en Allemagne ne sont pas bonnes. La situation photographique, si on veut faire une photographie immédiate de l'économie allemande, elle est un peu plus favorable que celle française. Ils sont un petit peu moins embêtés. Ils ont un PIB par habitant et une croissance du PIB qui est supérieure à la nôtre. Donc la photographie immédiate est bien largement favorable à celle française. En revanche, effectivement, les prévisionnistes ne sont pas bons et les prévisions, pardonnez-moi, ne sont pas bonnes. Et ça touche essentiellement les domaines économiques industriels. Donc aujourd'hui, les classes d'actifs qui sont très largement touchées sur le sol allemand parce que, et donc classes d'actifs immobilières, ce sont les actifs de bureau, c'est la logistique, ce sont les locaux d'activité qui effectivement peinent. En revanche, nous sommes sur un sous-jacent économique un petit peu différent lorsqu'on parle de commerce et notamment d'alimentaire. Les ménages auront toujours besoin de se loger, mais ils auront toujours aussi besoin de consommer. On est sur un sous-jacent de vie, on est sur de l'économie réelle. Donc on est assez optimiste vis-à-vis de ça. Ça ne veut pas dire, pour autant, Paul, et ça c'est très important de se le dire, que tous les locataires vont bien tout le temps. Quand on choisit nos locataires, et merci pour cette slide à l'écran, on voit Dega, Toom, Riwi, Lidl, on va finalement opérer énormément de comparables, faire énormément d'analyses pour finalement opérer une bonne compatibilité entre les actifs que nous allons acheter, les locataires avec lesquels nous allons travailler, et les objectifs de performance du fonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des top 2 et des bottom 2 de locataires que nous cherchons avec lesquels nous cherchons à travailler. Qu'est-ce qu'on va regarder chez un locataire? On va regarder son chiffre d'affaires, au-delà même de l'actif. Là, on parle de la franchise avec laquelle nous allons travailler. On va regarder son chiffre d'affaires, on va regarder la taille moyenne de ses commerces, on va regarder son niveau d'internationalisation, on va faire des ratios entre son EBITDA et sa dette, on va regarder sa stratégie d'expansion, le type de baux avec lesquels il travaille, ses stratégies environnementales. Et tout ça vont nous dresser des portraits robots et nous permettre finalement de nous diriger, d'accélérer sur certaines classes d'actifs ou d'en freiner d'autres. Aujourd'hui, je peux vous confirmer que l'alimentaire et le drugstore, nous avons vraiment velléité à augmenter le volume au sein du fonds. On va pour le moment freiner légèrement sur les do-it-yourself, donc tout ce qui est magasin de bricolage, qui sont un petit peu plus à la peine. Et ça, c'est tout le métier de la société de gestion, c'est de se poser la question de, au sein d'une même classe d'actifs, aussi résiliente soit-elle, comment est-ce que nous allons continuer finalement à opérer une bonne compatibilité entre les actifs que nous achetons, les locataires avec lesquels nous travaillons et finalement la stratégie du fonds en tant que tel. Ok, intéressant, merci. D'ailleurs, on peut parler de quelques actifs si tu le souhaites. Bien sûr. Le temps passant, alors on ne va pas projeter les trois que vous avez à l'écran, mais nous allons parler d'un centre commercial à Berlin et d'un retail park à Hambourg qui sont relativement représentatifs de ce que nous achetons au sein de Paref Prima. Le premier, Lio, Berlin, que tu peux afficher. Ouais. On est au pied d'une station de métro qui mène à Berlin. On est à 25 minutes de la porte de Brandebourg. C'est un actif qui a une architecture qui est relativement récente. On est dans un quartier plutôt résidentiel du sud-ouest de Berlin. Alors pour plutôt résidentiel plus, hein, un bon ouest parisien, voilà, on va le dire de cette manière. Et on est sur un actif qui est très intéressant. Vous voyez un volume de quasiment 38 millions d'euros sur lequel en très bon état d'usage, ce qu'on appelle nous dans notre jargon un trophy asset, et qui offre à la fois un rendement brut très intéressant à 7,80%, mais qui est également en plus-value latente. Hein. C'est un actif qui est en plus-value, et donc on a une vraie latitude sur un actif comme celui-là, puisque nous pouvons soit le conserver et il a un rendement tout à fait satisfaisant, soit le vendre et générer de la plus-value au profit des associés. L'état locatif, c'est la slide qui suit, et de la même manière intéressante, puisqu'on a des locataires assez qualitatifs. Elixia est une des plus grandes salles de sport en Allemagne, c'est 32% des loyers. Et puis, nous avons ce que vous voyez ensuite, un supermarché. On a aussi du textile, un drugstore, il y a des boulangeries, une banque. Et donc, on a un état locatif qui, finalement, est mutualisé au sein même de cet actif. Donc, c'est un actif qui est très intéressant. Là, on est vraiment sur ce qu'on appelle le trophy asset.
Comment vous faites, Mathieu, pour sourcer vos biens? Parce que là, tu dis Trophy Asset, en effet, mais vous avez des équipes sur place. Comment vous faites? C'est toi qui te déplaces pour trouver les biens? Comment vous faites? Nos équipes se déplacent très régulièrement d'une part, mais d'autre part, nous avons surtout des bureaux à Francfort. Je rappelle que par F, nous sommes européens depuis plus de 30 ans. Nous sommes basés à Paris, Zurich, Milan, Francfort. Donc notre bureau de Francfort opère un certain sourcing. Nous travaillons également avec un asset manager européen qui gère quasiment 80 milliards d'actifs de commerce en Europe, donc c'est la grande spécialité qui nous permet finalement de trouver ce qui parfois est introuvable et très très recherché. Là ce qu'on est en train de se dire, et là, les actifs de commerce, il faut bien comprendre que c'est devenu la classe d'actifs la plus transactée en Allemagne, devant la typologie de bureau. C'est rarissime en Europe. Okay. Un deuxième actif qui illustre assez bien finalement la stratégie et qui illustre finalement la prime à l'essentiel. Nous sommes à Hambourg cette fois, quartier résidentiel toujours, peut-être un petit peu moins coté, un petit peu plus populaire cette fois. On est à la sortie de l'agglomération d'Hambourg. C'est un actif qui est très accessible en voiture, donc ça permet finalement aux gens qui habitent en dehors d'Hambourg de s'y rendre, mais également par les transports. On a des parkings qui sont absolument tout autour de l'actif. Donc il n'est pas engoncé dans un quartier résidentiel, il est extrêmement finalement attractif avec pas mal d'actifs autour. On a acquis cet actif au sein d'un portefeuille, donc c'était 1 sur 5, je dirais. C'est une acquisition de portefeuille qui nous a permis de l'acquérir. Et surtout, la grande particularité, vous le voyez, j'ai un rendement qui est un petit peu inférieur. Donc c'est un volume plus faible, ici 9 millions d'euros, lorsque à Berlin c'était 40 millions d'investissements, mais un rendement de 10 finalement. Mais une WALB de 5 ans, c'est-à-dire que c'est 5 ans verrouillés sur cet actif. Et la raison, ce sont les locataires. C'est ce qui suit effectivement, puisque nous avons 90% de locataires essentiels sur cet actif, et des enseignes que vous avez parfois vues, Aldi, Rossmann, Teddy. Et ça, c'est la très 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 grande particularité. Donc c'est son état locatif qui fait complètement la particularité de cet actif. Voilà 2 exemples qui illustrent parfaitement notre stratégie, je dirais, de développement d'investissement. Ok, c'est super, ça donne envie, c'est concret en effet. On se dit ok, il y a aucune raison pour que ces biens soient vacants à un moment donné. J'ai 2 questions. Il y a une question de Sven et je la mets de côté pour l'instant. C'est sur le prix de part, la baisse du prix de part de 280 à 272. Mais je pense que là-dessus, tu as probablement une réponse technique. Il y a une question de Pierre qui dit cette stratégie de cibler les commerces essentiels ne pourrait-elle pas être dupliquée sur d'autres pays européens? Alors, on va prendre d'abord la première et ensuite la seconde, qui est un pont parfait pour la suite, si cela te convient pas. Ouais, ça me va. Sur la première, effectivement, le 272, c'est relativement imposé à nous en réalité, puisque, comme vous l'avez vu, et Paul pourra vous renvoyer tout, l'évolution de la valeur des actifs n'emportait absolument pas de baisse de prix de part. Et nous sommes stables depuis plus de 2 trimestres. Le positionnement à 272 a été un positionnement qui s'est fait lors de la fusion, sachant que les associés de Novapir Allemagne, eux, sont passés effectivement de 280 à 272, mais que le prix de la part de Novapir Allemagne 2 était quant à lui de 260 €. Et donc, lorsqu'on fait une fusion, nous marions, je dirais, 2 patrimoines, et donc nous opérons finalement une absorption par laquelle nous allons déterminer à combien de parts ont droit les associés d'une société absorbée, d'une société absorbante. Et donc tout cela également en intégrant des frais de fusion. Donc le positionnement à 272, c'est plutôt imposé à nous en réalité, au travers de cette fusion, qui par ailleurs, je dirais, est extrêmement bénéfique, puisque le 280 finalement n'a existé que quelques mois, alors même que la SCPI était fermée, donc personne n'est rentré, ou très très peu d'associés à 280, c'était un marché de gré à gré, et que de Novapir Allemagne, moi je retiendrai surtout qu'il y a encore 6 ans, le prix de part était à 250, voilà. Ouais. Donc c'est la raison qui est un petit peu technique, voilà, ratio rompu et cela. Et sur la deuxième question qui est extrêmement juste, est-ce qu'on pourrait s'ouvrir à d'autres pays européens? Bien entendu. Sur la même catégorie d'actifs, en revanche, bien entendu, c'est rendu possible. Les associés qui ont voté la fusion ont aussi voté l'ouverture de la stratégie à 30% maximum en Europe. Est-ce que nous allons le faire?
la réponse est moins évidente. Si nous pouvons rester en Allemagne, nous resterons en Allemagne. Et la raison est très simple, c'est que nous avons acquis 2 actifs aux Pays-Bas déjà en 2021 parce que le marché nous semblait irrationnel en Allemagne. Donc c'est plutôt une poche de sécurité pour sécuriser le rendement dans le temps qu'on se donne. En revanche, on va rester au maximum en Allemagne et la raison est principalement fiscale. Fiscale, puisqu'en Allemagne, nous amortissons l'intégralité de nos actifs et l'amortissement de nos actifs, donc c'est un petit peu technique, mais cela veut dire que nous avons un impôt sur la société dans le pays qui est largement amoindri. Donc, si tu es d'accord de la même manière, je peux aller très rapidement là-dessus parce qu'on l'a abordé, et on va aller ensuite sur cette notion technique fiscale. Tu me dis quoi faire, où aller. Je ne sais pas sur quel slide tu as envie de t'arrêter là maintenant. Écoute, il y a peut-être 2 notions à aborder. D'abord, je reviens. Nous avons partagé très rapidement le fait que la valeur avait été largement oui, peut-être la slide d'avant pour attirer l'attention finalement de nos auditeurs sur le schéma qui est en bas à droite et qui est très intéressant. On voit l'évolution des valeurs et des valeurs de reconstitution, donc ça répond à la question de notre auditeur, depuis 2020. On observe à quel point l'Allemagne a été valeur refuge entre 2020 et 2021, c'est le tunnel qui grimpe, et on observe la baisse des valeurs depuis, je dirais, mi-2023, mais qui est largement raisonnable à ce que finalement nous avons vu sur d'autres classes d'actifs en Allemagne. Il y a 2 choses à en retenir, c'est que les augmentations de prix de part qui ont été finalement faites en 2021 ne nous ont fait que re-rentrer dans le tunnel réglementaire. Fort heureusement, nous sommes restés sur le bas du tunnel d'une part, et d'autre part, nous avons suspendu la collecte lorsque les prix montaient. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la valeur de reconstitution est, oui, supérieure, je dirais, au prix de souscription, mais nous ne sommes pas dans la zone rouge et dans une zone inquiétante, et qu'aujourd'hui, les experts s'accordent à dire que ce qui se passe depuis 2 trimestres maintenant va se pérenniser avec un rehaussement des valeurs progressif que nous, on cible à 12-18 mois. Voilà. On peut très rapidement passer à la suite. Une question qui m'est souvent posée est la stratégie de dette sur le fonds. Très rapidement, le taux d'endettement aujourd'hui, nous avons 27% de dette au niveau de la SCPI. La stratégie que nous avons opérée est la suivante. Nous avons tiré les lignes de crédit début 2022 lorsque les taux commençaient à monter. Donc on a tiré d'ailleurs sur tous les fonds de PAREF des taux de manière à verrouiller des taux bas. Et aujourd'hui, le taux d'intérêt moyen, et c'est ça qui nous intéresse, est à 2,17% sur PAREF Prima. Et nous avons travaillé à échelonner au maximum les échéances. Et c'est ce que vous voyez au travers des diagrammes à l'écran. Donc la prochaine échéance qui se présente à nous pour 40 millions d'euros a été financée un petit peu plus d'un 50%. Alors c'est écrit si petit que voilà, ce sont les chiffres de tête, hein, mais de 1,50%. Et donc le travail de la société de gestion est aujourd'hui de projeter les refinancements et l'impact sur le taux moyen. Donc taux d'endettement, on le regarde un petit peu moins, je dirais, c'est plutôt une capacité qu'on se donne à acquérir. Et ce que nous travaillons, c'est de maintenir un taux d'intérêt moyen bas et des échéances qui ne pénalisent pas le fonds et qui seront facilement refinançables. Ok, très clair. Et on peut parler fiscalité, Paul, parce que c'est essentiel et je pense que ça va intéresser tout le monde et je rebondis sur ma divergence. Quelque chose d'absolument essentiel à comprendre, c'est qu'on l'évoquait ensemble, en Allemagne, nous amortissons les actifs immobiliers, comptablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impôt sur les sociétés sur le sol allemand, qui est de 15,850%, s'applique sur une base taxable réduite. Or, vous le savez, et les équipes de France SCPI font beaucoup de pédagogie, il y a 2 taux finalement sur le marché quand on regarde une SCPI. Il y a le taux de distribution. Le taux de distribution est défini par la SPIM. La SPIM dit que le taux de distribution, c'est ce qu'on appelle le brut, c'est-à-dire tous les revenus bruts avant prélèvement finalement et impôts payés à l'étranger, et donc la performance du fonds. Or, ce taux de distribution brut n'est pas ce qui est versé sur le compte bancaire d'un associé. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Autrement dit, n'est-il pas plus important d'observer le taux net, à savoir ce qui est véritablement versé sur le compte d'un associé? Si vous êtes d'accord, on va procéder en 2 étapes. D'abord, on se pose la question de cette différence entre taux brut et taux net, et ensuite, on va regarder la fiscalité particulière à partir du taux net. Ok, allons-y. Alors, tu veux que je change de slide ou pas du tout? Rester à cet écran-là.
Le comparable qui s'affiche est le suivant. Pourquoi est-ce que Paref Prima est absolument unique? Le fait d'amortir ses actifs fait qu'on applique un taux, et on disait un taux d'IS, sur finalement une assiette fiscale réduite. Donc on a un taux d'impôt qui oscille chaque année entre 3 et 8% globalement. Pour 2024, le taux net est à 4,69 et le taux brut est à 5. Ce que vous percevez en tant qu'associé, c'est le 4,69, c'est pas le 5. Sur les autres SCPI européennes, et certaines bien connues de la place, et sur, je dirais, l'ensemble des autres SCPI européennes, il faut vraiment considérer que Paref Prima est assez unique sur son marché. Le taux brut est largement plus impacté par l'impôt. Et j'ai pris 2 exemples complètement hasardeux sur la gauche finalement du graphique, des SCPI qui pourraient performer à 6 ou à 5,5%. C'est 6 ou 5,5% lorsque je décortique, que j'enlève les impôts et autres prélèvements, et donc l'impôt sur les sociétés à l'étranger, mais également l'impôt sur les revenus financiers. Et donc, ce qui est véritablement versé, ce sont les revenus fonciers, donc les loyers, ce sont les plus-values nettes pour les associés, ce sont les revenus financiers. Eh bien, le 6 devient aisément un 4,60 lorsque le 5,5 devient un 4,35%. Donc, je le dis différemment, Paref Prima, avec un taux n'a pas besoin d'un taux de 6% pour offrir le même net et la même performance que les autres SCPI européennes, finalement, à ses associés. Oui, Paul. Oui, c'est la question que j'allais te poser justement. C'est en effet, on peut voir les choses différemment. Donc en effet, si on voulait avoir un taux équivalent, aux autres, on pourrait tout à fait dire que les 5% de Paref Prima équivalent. Alors, il faut regarder les chiffres dans le détail, mais équivalent peut-être à un 6% par ailleurs. En clair. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est tout à fait l'affirmation qu'on peut évoquer. Il faut qu'une SCPI européenne différente de Paref Prima face à minima 6 pour avoir la même performance. C'est exactement ce qu'on est en train de se dire. Et ça, c'est parce que vous êtes en Europe, par rapport aux SCPI françaises, et par rapport aux autres SCPI européennes, c'est parce que vous êtes majoritairement, voire 100%, enfin, c'est pas le cas, mais majoritairement en Allemagne, on est d'accord? Oui, c'est uniquement par l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne et l'amortissement des actifs. Et donc, en effet, vous n'avez pas intérêt, sauf opportunité évidemment, mais pas intérêt forcément à partir, à vous échapper de l'Allemagne, entre guillemets. Non, absolument. Mais et ça c'est essentiel. Il y a ce que l'on voit, ce qui est sur les plaquettes, et il y a la réalité. Et la réalité, c'est qu'en Allemagne, le taux net équivaut à un 6% de taux de distribution partout ailleurs en Europe. Absolument. Très clair. Et une fois qu'on est sur le net, qu'on a compris que le net était très optimisé sur Paref Prima, que se passe-t-il? Et on peut parler de la fiscalité effectivement des particuliers sur la slide qui suit si tu l'as, formidable. Imaginons, on peut le voir de 2 manières. Une fois que nous avons compris que ce qui était intéressant en matière fiscale, c'était de partir du net et pas du brut, parce que le brut peut être différent avec un net équivalent. Une fois qu'on s'est dit ça, comment fonctionne la fiscalité? Imaginons que vous perceviez 10 000 € de revenus fonciers. Je ne mets pas de crédit en face, j'ai investi en fonds propres. Mon investissement avec France SCPI m'a ramené 10 000 € cette année. Chouette, je le déclare. Alors sur le volet français, nous sommes tous relativement habitués d'abord à être un peu trop taxés. Et comment se passe cette taxation? D'abord, on paye un impôt. Si je suis sur une tranche marginale à 30%, eh bien, je paye 3 000 sur ces 10 000. Je dois ajouter les prélèvements sociaux, et ça commence à faire 17,2%. Et donc, j'ai 47,2%. Et donc, si même je partais d'un taux de distribution brut, mais qui est le net en France de 6,5%, ce 6,5% après en avoir enlevé 47,2% devient 3,43%. Ça, c'est ce qui reste à l'associé qui investit sur une SCPI française dont la performance est de 6,5%. Lorsque je pars en Europe, on reprend cette fameuse SCPI qui finalement a un taux facial de 5,5%. Ouais. Elle va avoir la même fiscalité que Paref Prima. Mais regardons le détail. D'abord, on va payer un impôt. Cet impôt, c'est bien l'impôt sur le revenu. 30% toujours, je paye bien ce 3 000. La première différence, c'est que je n'ai pas de prélèvements sociaux. Oui, c'est ça. Exonéré. Je souligne, le 30% s'applique sur le net.
On part pas du brut, on part du net. C'est ça, et c'est comme ça finalement les associés peuvent finalement remodeler un petit peu tout ça et recomprendre sur leur feuille d'imposition comment ça se passe. Donc moins 3, partant de 10 000, je n'ai pas de prélèvements sociaux, et un deuxième avantage, c'est que je vais récupérer ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt, il sert à quoi? Il sert à compenser l'impôt sur les sociétés au-dessus. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'il est calculé sur ce qu'on appelle le taux moyen d'imposition. Le taux moyen d'imposition, c'est le prélèvement à la source pour les potentiels salariés qui nous écoutent. C'est ce qui est en bas de votre fiche de paye. Et donc, si je suis sur une tranche marginale à 30, si dans mon exemple, je retiens que nous sommes à 20% de taux d'imposition, eh bien, je récupère 2 000. 10 000 de revenus perçus, moins 3 d'impôts payés, plus 2 de crédit d'impôt. J'ai bien 9 000 dans ma poche, et donc je n'ai payé que 10% finalement d'impôts. Sur un taux de distribution net à 4,69% de prima, il me reste 4,22 dans la poche. Mais sur un taux de distribution de certains de mes confrères que je retiendrai moyen à 5,5, mais qu'avec un uniquement 4,35 versé, alors il ne me reste que 3,92 dans la poche. C'est énorme. C'est énorme. En effet, le delta, il est, je te coupe, mais il est monstrueux vu comme ça. En effet, on peut se dire que sur 10 000 euros de dividendes perçus, en effet, il y a un petit delta, mais je vous laisse multiplier, c'est conséquent, c'est hyper intéressant, en effet. Et prenons un second angle de vue, si tu es d'accord. Ne nous posons plus la question de savoir ce que ça fait sur 10 000 euros perçus, posons-nous la question de si j'investis 100 000. Que se passe-t-il? C'est la slide d'après, j'imagine. Bien sûr. De la même manière, j'investis 100 000 euros en France. J'ai un taux de distribution de 6,5%. Chouette, elle est très performante. Nous l'avons compris. Le net versé, c'est le brut en France, puisque j'ai pas d'impôt à l'étranger. Globalement, si je le fais très très simplement. Et donc, je vais avoir 6 500 euros qui me sont versés. 6 500 euros, c'est 6,5% de mes 100 000. Je vais payer mon impôt. J'en ai pour 1 950 euros. Je vais payer mes prélèvements sociaux. J'en ai pour 1 118 euros très précisément. Il me reste 3 432 euros dans la poche. Mon 6,5 est devenu à nouveau 3,43%. De la même manière, j'ai investi 100 000 euros sur une SCPI dont le taux de distribution facialement est de 5,5%, mais qui finalement, au fond, va me verser 4,35. Je traduis tout ce que je viens de dire entre l'impôt sur le revenu, l'exonération de prélèvements sociaux et le crédit d'impôt sur les je dirais, revenus qui m'ont été versés, qui ne sont plus de 6 500 mais 4 350, je l'ai un petit peu optimisé, il me reste 3 900 euros. 3 900 euros, ça me fait un rendement après fiscalité de 3,92%. Donc en France, 3,43. Sur une SCPI européenne classique, 3,92 en partant de 5,5. Que se passe-t-il sur Paref Prima? 100 000 euros investis, 5% de taux de distribution, mais un net de 4,69%. Donc, j'ai déjà un net supérieur qui m'est versé par rapport à d'autres SCPI européennes. J'ai un impôt sur le revenu, bien naturellement, un petit peu supérieur puisque j'ai perçu plus de revenus, mais un crédit d'impôt supérieur également. Le net de fiscalité est à 4 221 euros, donc je dépasse la barre des 4 000, et mon taux net dans la poche après fiscalité est de 4,22%. Ce qui est fou, c'est que facialement, quand tu regardes le TD, le taux de distribution brut, tu as un taux de distribution qui est 30% moins élevé avec Paref Prima. Et in fine, les revenus nets dans ta poche, ils sont de 23% plus élevés sur Paref Prima. C'est dingue. C'est assez, tu vois, ça c'est un petit trick en effet qui est pas souvent dit, qui est pas souvent assumé par les sociétés de gestion. Et on comprend la SCPI, la SGP, la société de gestion TGV, elle n'a aucun intérêt à le dire. Mais en effet, ça c'est intéressant et je suis content qu'on prenne le temps de détailler ça. Moi, j'ai envie de te poser une question un peu, pas provoque, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une pérennité? Je sais que tu peux rien garantir, mais est-ce qu'on est sûr que ce régime fiscal, il va perdurer entre la France et l'Allemagne? Alors, la question se pose pour tous les pays, je dirais, pour tout ce qui se passe à l'étranger finalement, parce que il y a des conventions fiscales entre les pays, et ces conventions fiscales permettent l'imposition que je viens de décrire via finalement un grand principe de droit qui est le principe de non double imposition, c'est-à-dire que quand je suis imposé dans un pays, je ne peux pas l'être à nouveau dans un autre. Donc il faudrait effectivement que ce principe de non double imposition vienne à être reconsidéré dans le monde et viennent reconsidérer les conventions fiscales signées partout, et je dirais que le problème serait très important, mais généralisé. Voilà.
Ok. Mais bien entendu, de la même manière, quand SCPI, il n'y a pas de garantie ni sur le capital, ni sur le revenu, et c'est toujours important de le rappeler, la fiscalité est évolutive. La chance que nous avons, c'est qu'ici, on n'est pas sur une évolution, je dirais, annuelle de la fiscalité française, hein, et on sait combien nous avons de très bonnes idées dans chaque projet de loi de finances. Mais là, on est sur quelque chose d'extrêmement établi et qui régit l'activité fiscale entre les pays et qui va au-delà finalement du seul sol français. Bon, ok. En clair, si la convention fiscale change, on aura d'autres problèmes avant de parler des SCPI, quoi. Il me semble. Ok, ok, ça marche. Est-ce que je vois le temps qui défile, est-ce que tu veux faire un focus chiffre ou tu as dit l'essentiel? J'ai dit l'essentiel. Ok. J'ai dit l'essentiel. On peut peut-être résumer tout simplement par F' en quelques mots. Par F', vous l'avez compris, nous fêtons les 10 ans de la stratégie. C'est une thématique que nous maîtrisons et qui est celle du commerce essentiel. Elle a cette grande particularité finalement d'avoir une très grande mutualisation de ses locataires qui nous assure finalement un positionnement assez pérenne de la performance. Nous allons sur le volet des valeurs vers une stabilisation, voire un rehaussement progressif des valeurs, ce qui est très positif. Le taux de distribution a été en hausse cette année, passant de 4,80 à 5%. Mais on vient de décrire que ce qui est important, c'est le net. Je le répète, on ne le dira jamais suffisamment. Il y a ce que vous voyez et il y a ce que vous devez savoir. Et ce que vous devez savoir, c'est le net, c'est pas le brut. Ouais. Et puis il y a cette fiscalité que nous avons partagée à l'instant. D'où en effet le titre de ce webinaire qui est la pépite européenne qui passe sous les radars. Quand tu nous as fait cette démonstration il y a quelques temps déjà, on était interloqués, on a repris tous les calculs et en effet c'est assez fou. Emmanuel nous pose une question. Je pense avoir la réponse. Je peux l'apporter. Il nous dit ok, la démonstration sur la fiscalité est extrêmement intéressante et valable uniquement sur les revenus fonciers. Or les SCPI intègrent aussi une part de revenus financiers. Alors oui, probablement, et tu vas confirmer ça, mais c'est ultra minoritaire ces revenus financiers, pardon. Ultra minoritaire, et dans mes exemples, je les ai intégrés dans le net. Génial. Bon, donc voilà. On a la réponse. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ça fait 56 minutes qu'on est ensemble. Alors je regarde ici les différents points. En effet, tu as déjà parlé de la typologie de par F' et en effet le fait qu'il y ait 10 ans d'existence, que ce soit une SCPI qui soit liée à une activité essentielle et les taux de distribution. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. C'était hyper clair. Moi, ça me donne envie d'investir. Je suis ravi. Ça donne envie c'est vrai. Ça donne envie d'y aller. Ça donne envie d'investir parce que la démonstration est sans appel. Mais au-delà de ça, ça permet de diversifier aussi. Je suis très content que tu nous aies fait ça. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose, Mathieu? D'abord, merci à nouveau, Paul. Te remercier de ta confiance depuis ces années, remercier les associés qui nous écoutent parce qu'on n'est pas grand-chose sans eux et que les choix que nous avons faits ces dernières années, ne participant pas, je dirais, à lancer les énièmes européennes diversifiées, nous les avons fait pour eux parce qu'on considère que notre priorité, c'est de travailler pour nos associés, pour ceux qui nous ont fait confiance il y a 10 ans et qui seront encore là dans 10 ans et de travailler à leur performance. Si j'avais une conclusion et un message, ce serait celui-là. Ok. Eh ben écoute, merci Mathieu pour toutes ces informations. D'ici là, n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo en replay encore une fois, à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Ça veut dire qu'elle pourrait plaire à d'autres personnes également. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Mathieu, merci beaucoup. Merci Paul.